Le scénario qui était aussi pressenti que craint a finalement eu lieu ce samedi. Téhéran a mené une attaque sans précédent avec plusieurs centaines d'engins lancés vers Israël. Sidsal dit en avoir intercepté 99%. Ce qui va se passer désormais inquiète. Nous allons essayer de décrypter la situation avec Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire et docteur en chef de conflit. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Alors revenons d'abord sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, cette attaque de l'Iran sur Israël. Certes, on le craignait, mais on espérait que ça n'arriverait pas. Oui, c'est sans précédent. C'est la première fois que l'Iran attaque directement Israël. On pensait qu'il le fait plutôt via ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des alliés intermédiaires, par exemple les Houthis au Yémen. Mais là, on a une attaque directe pour la première fois depuis 1979, une attaque massive, 300 missiles, 300 drones qui ont été envoyés. Donc, c'est effectivement quelque chose qui bouleverse l'équilibre au Moyen-Orient. Une attaque, vous l'avez dit, sans précédent. Jamais l'Iran n'avait jusque-là attaqué cet ennemi historique. Oui, on pensait pas que l'Iran franchirait cette ligne rouge, même si depuis que la République islamique est en poste, elle répète qu'elle veut éradiquer l'Israël de la carte. Donc au moins ses intentions sont claires et sont ouvertement affichées. Mais jamais on n'aurait pensé à une attaque directe. Néanmoins, on a quand même pu constater que les États-Unis avaient prévu et annoncé cette attaque, probablement d'ailleurs qu'ils ont été informés directement par les Iraniens. Donc ça a permis aussi à Israël et à ses alliés occidentaux de préparer une défense à l'attaque des drones. C'est pour ça que finalement, l'État hébreu a évité le pire. Oui, en fait, c'est vraiment tout l'enjeu. C'est-à-dire que d'un côté, on a une attaque qui est vraiment sans précédent et qui était massive. De l'autre, les Iraniens avaient prévenu les Américains. On le sait maintenant que les Iraniens avaient notamment informé un ministre irakien de la Défense qui était lui-même en visite aux États-Unis. Donc, il y a eu une information par des canaux diplomatiques qui a permis aux Américains, avec la Grande-Bretagne et la France, de préparer une défense d'Israël. Israël ne s'est pas défendu seul, elle a fait avec ses alliés, qui fait que l'attaque a eu lieu, mais il n'y a pas eu de dégâts humains, de dégâts matériels qui sont plus mineurs. Et c'est tout le paradoxe de cette attaque. Il y a d'abord à la fois une attaque qui est sans précédent, qui est massive, mais avec des conséquences humaines et matérielles qui sont véritablement négligeables. Les conséquences sont plutôt politiques. Et quelles sont ces conséquences politiques que vous évoquez ? Alors, le problème, c'est où est-ce qu'on va, jusqu'où on va aller. Il faut bien comprendre quel est l'engrenage. C'est-à-dire que Israël a attaqué, a bombardé le consulat de l'Iran à Damas. Il y a eu de nombreux morts, notamment 3 généraux haut gradés de l'armée iranienne. Et donc, l'Iran ne pouvait pas rester sans rien faire. La question de l'honneur est une question importante au Moyen-Orient. L'Iran a son consulat en Syrie qui est bombardé. Évidemment, il pouvait pas passer ça par des profits. Donc, il lui fallait montrer qu'il était capable de répondre à l'attaque israélienne pour garder son honneur et pour garder aussi la face à l'égard de sa population, tout en trouvant une solution qui ne risquait pas de provoquer un conflit généralisé au Moyen-Orient. Donc, c'est cette solution intermédiaire qu'ils ont trouvée. La question aujourd'hui, c'est que va faire Israël? C'est-à-dire, est-ce que Israël va suivre les Américains en disant, l'affaire est close, on arrête là et on passe à autre chose, ou est-ce que Israël va vouloir répondre à une attaque qui est vraiment sans précédent pour montrer aussi qu'elle est capable de protéger sa population? Et là, c'est tout l'enjeu des négociations qu'il y a aujourd'hui, du rôle clé des États-Unis qui essayent de modérer l'ardeur d'Israël pour éviter un engrenage qui pourrait être dramatique. Jean-Baptiste Noé, quelle analyse portez-vous sur ce passage à l'acte et qu'avez-vous pensé quand vous avez vu l'actualité dimanche matin ? Alors, d'abord, je note que l'attaque s'est faite de nuit. Il y a plusieurs raisons à cela, mais d'abord, c'est aussi pour limiter le nombre de morts, parce que notamment la question des vols aériens. L'espace aérien a été complètement arrêté. Si ça avait eu lieu la journée, le fait qu'un avion de ligne soit heurté soit par un missile, soit par un contre-missile de défense aurait pu être plus grand. Donc, il y a quand même eu aussi d'un côté iranien la volonté d'éviter le maximum de dégâts humains. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, ou pas aussi vite. On pensait que ça aurait lieu, mais en tout cas pas aussi directement. Et c'est vraiment en train de changer la donne. Là, on a l'histoire qui se fait face à nous et tout le monde est dans l'incertitude de savoir ce qui va se passer après. C'est ça le grand enjeu. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Et puis, il y a également un autre facteur, ce sont les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, je pense aux pays du Golfe. Et c'est-à-dire, jusqu'à quand vont-ils supporter ce gouvernement iranien qui menace la paix dans la région? C'est pas uniquement une confrontation Israël-Iran, il y a aussi cet acteur arabe qui fait que
certains sont quand même en train de se dire qu'il va peut-être falloir trouver une manière de peut-être de changer le gouvernement iranien, en tout cas de mettre l'Iran à l'écart pour éviter que le Moyen-Orient ne s'embrase. On parlait d'ennemis historiques d'Israël pour l'Iran. Si on remonte un petit peu dans le temps, Jean-Baptiste Noé, d'où vient cette rivalité entre les deux pays? Alors, elle vient vraiment de la révolution iranienne de 1979. Avant la révolution islamique, Israël n'est pas un ennemi pour l'Iran. Les ennemis de l'Israël à l'époque, c'était les pays arabes, notamment l'Égypte, qui maintenant ont tous reconnu l'existence d'Israël et la légitimité d'Israël, notamment l'Égypte, la Jordanie, etc. Donc, il n'y a plus de problème avec les pays arabes. Mais la République islamique d'Iran s'est fondée à partir de 1979 sur un de ses piliers idéologiques qui est véritablement le grand Satan, à savoir les États-Unis, et le petit Satan, à savoir Israël, avec l'idée d'éradiquer Israël. Alors c'est à la fois une manière de mobiliser sa population, de la tenir, et aujourd'hui la situation civile en Iran est très compliquée, et aussi de se positionner au niveau du monde musulman comme étant le fer de lance de la lutte contre Israël, puisque ce n'est plus porté par les Arabes, les Perses chiites ont voulu prendre ça en main. Et puis c'est une manière pour eux d'avoir ce qu'on appelle des proxys, il y a des États ou des milices vassales, le Hezbollah par exemple, le Hamas, les Houthis au Yémen, que l'Iran finance, que l'Iran manipule, ce qui lui permet d'avoir une grande influence au Moyen-Orient. Donc Israël, c'est à la fois, la lutte contre Israël, c'est à la fois une raison d'être d'un point de vue de l'idéologie de la République islamique d'Iran et un moyen pour Téhéran d'avoir une influence assez néfaste, assez négative au Moyen-Orient. Donc, on voit mal aujourd'hui comment l'Iran pourrait renoncer à ça, puisque c'est vraiment un des piliers de sa pensée, de son idéologie. Alors maintenant, ce qui est craint après cette attaque sans précédent de ce week-end, ce qui est craint aux quatre coins du monde, c'est finalement l'escalade, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est que c'est comme toutes les guerres, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit, et on ne sait pas comment y mettre un terme. Alors, en termes d'escalade, on peut quand même noter que l'Iran, dès la fin de cette opération, a dit que pour lui, l'incident était clos et que le mouvement, le schéma était terminé. Donc l'Iran a opéré malgré tout une désescalade en considérant que l'incident était clos et que la question du bombardement de son consulat était réglée. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est Israël. Israël va vouloir en rester là, parce qu'Israël va vouloir aller plus loin et peut-être attaquer l'Iran. Est-ce que les pays arabes vont vouloir aussi en rester là et qu'ils vont vouloir intervenir peut-être en sous-main pour régler la question iranienne? Et là, ceux qui ont la main, ce sont vraiment les États-Unis, sur leur capacité à convaincre Israël. Les États-Unis ne sont pas favorables à une escalade. Et on voit bien que les États-Unis, c'est vraiment ceux qui sont au cœur du système. C'est eux qui ont été prévenus par le service iranien de l'attaque. C'est eux qui ont assuré les principaux éléments de la sécurité israélienne. Donc, c'est quand même eux qui ont les cartes en main. Et pour l'instant, ils appellent à l'apaisement et ils appellent à éviter cette escalade. Donc, la situation est plutôt positive de ce côté-là, même si on peut évidemment jamais exclure des drames ou une montée aux extrêmes. Mais Israël cherche une riposte, on ne sait pas laquelle sera-t-elle, mais ils y réfléchissent. Oui, ils y réfléchissent, et on peut comprendre aussi côté israélien qu'il y a des enjeux de sécurité. L'Iran continue de financer le Hamas avec lequel Israël est en guerre ouverte depuis 6 mois. L'Iran finance le Hezbollah, l'Iran finance les Houthis qui viennent. C'est vendredi, ils ont pris un bateau qui passait en mer Rouge. Donc, il y a quand même au-delà de l'attaque de la nuit de samedi à dimanche, il y a des opérations de déstabilisation qui sont gênantes d'ailleurs pour toute la zone. Parce que quand l'Iran attaque les bateaux en mer Rouge, c'est aussi l'Égypte qui est pénalisée avec le fait que le transit par le canal de Suez diminue. Or, le canal de Suez est une source importante de richesse pour l'Égypte. Donc, les pays arabes sont aussi les victimes de ces attaques iraniennes. Ce qui fait qu'il y a Israël qui veut trouver une solution, mais l'ensemble des pays arabes aimeraient aussi que l'Iran se montre moins belliqueux et participe aux efforts de paix qui sont menés depuis maintenant 5-6 ans dans la région. Jean-Baptiste Noé, n'y a-t-il pas eu une forme de calcul dans cette attaque? Parce qu'on a l'impression d'une forme de retenue de la part de l'Iran avec ces frappes qui ont quasiment toutes été interceptées, comme une forme d'avertissement avant une éventuelle piqûre plus forte en cas de nouveau faux pas d'Israël. Oui, c'est une attaque qui est à la fois sans précédent et en même temps modérée. C'est-à-dire que l'Iran a averti les États-Unis, l'Iran a attaqué la nuit, ils envoient des drones et des missiles qui n'étaient pas non plus extrêmement vecteurs de destruction. Donc, ils ont montré leurs muscles, mais ils sont restés en deçà de ce qu'ils pourraient faire véritablement.
Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui inquiète Israël en se disant, est-ce que demain, l'Iran ne va pas aller au-delà et faire usage d'armes beaucoup plus destructrices. Donc c'est ça aussi qui inquiète. Mais effectivement, on voit que l'Iran a à la fois joué l'escalade et en même temps a repris ses pieds. Malgré tout, si l'Iran attaque, on a quand même le sentiment qu'Israël serait plus en mesure de contrôler une éventuelle escalade que l'Iran, c'est une impression? Alors, ça dépend effectivement ce que veut faire Israël. Le problème, c'est qu'Israël est aussi confronté d'abord à la guerre contre le Hamas, qui depuis 6 mois n'arrive pas à trouver de solution. Il y a aussi des mouvements internes. Bien avant l'attaque du 7 octobre, l'actuel gouvernement, celui de Benjamin Netanyahou, était très fortement contesté dans la rue, avec des manifestations sans précédent à l'égard de ce gouvernement. Il y a aussi la justice qui est derrière Benjamin Netanyahou pour des questions de malversation. Donc le gouvernement israélien actuel, dans cette question de guerre, joue à la fois la sécurité d'Israël, mais joue aussi sa survie politique. Et donc il y a, comme toujours, des questions de considération internationale et des questions de politique intérieure. Quelles seraient les conséquences d'une riposte d'ampleur? Parce que là, on n'est pas encore en situation de guerre, c'est important de le rappeler. Oui, alors d'abord, il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. Donc s'il y a une riposte massive, ça ne peut se faire que par les airs. C'est ce qu'a fait l'Iran samedi soir, ou alors par le biais de milices, par exemple le Hezbollah ou le Hamas, qui pourraient attaquer directement Israël. Ce que l'on craint également, c'est un embrasement au Liban. Le Hezbollah, qui est lié à l'Iran, qui attaque Israël ouvertement, parce que là on a des attaques, mais c'est quand même modéré, et donc une déstabilisation de l'Iran. Ça pourrait effectivement, une déstabilisation du Liban, ce qui pourrait effectivement être dangereux. Ce que je note malgré tout, c'est que la Jordanie, qui est un pays clé dans la région, pour l'instant du côté d'Israël, et veut empêcher une escalade. De même pour la Syrie, même si la Syrie est très soumise pour des questions de sécurité intérieure à l'Iran. Donc les pays arabes sont plutôt dans le fait d'empêcher une guerre entre Israël et l'Iran. Ils sont aujourd'hui facteurs de paix et de stabilité. Ça, c'est plutôt une bonne chose. De même pour l'Arabie saoudite. Donc, tout cela fait quand même qu'on peut être assez optimiste, même si le pire n'est jamais complètement évité. Donc, on peut être assez optimiste. Pour l'instant, hormis Israël et l'Iran, personne ne veut une escalade et personne ne veut un embrasement de la région, surtout pas les acteurs locaux. Alors, on me devançait un petit peu, la communauté internationale condamne quasi unanimement cette attaque, alors que les pays arabes appellent plus à la retenue. Quelle est la nuance à prendre en compte finalement? Alors, les pays arabes ne peuvent pas complètement condamner l'Iran parce que ça pourrait, vis-à-vis de leur opinion publique, ça serait une prise de position en faveur d'Israël. Il y a quand même un décalage entre les gouvernements arabes et l'opinion qui est coiffée à blanc et qui est dans l'ensemble très fortement anti-israélienne. Il n'empêche qu'aucun gouvernement arabe ne veut cet embrasement, qu'il y a une hostilité très forte du gouvernement arabe à l'égard de l'Iran, qui est véritablement vu comme un facteur de trouble dans la région. Avant l'attaque du 7 octobre du Hamas contre l'Iran, il y avait eu les accords d'Abraham, qui étaient extrêmement importants en termes de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les pays du Golfe arabo-persique préfèrent le développement économique, investir dans les clubs de foot ou dans des fonds souverains plutôt que de faire la guerre. Donc on a quand même une préférence de l'ensemble des pays arabes pour le développement, pour l'amélioration économique de sa population et pas vraiment pour la guerre. Donc aujourd'hui, ces pays arabes sont un facteur de stabilisation, mais sont coincés parce qu'ils peuvent pas prendre ouvertement parti pour Israël, ils trop s'aligner sur Israël pour aussi contenir une population intérieure qui, elle, est très fortement anti-israélienne. Mais les populations des pays arabes sont plutôt solidaires de Gaza et des habitants de Cisjordanie? Oui, c'est toute la difficulté. C'est qu'effectivement, il y a une solidarité à l'égard des populations de Gaza et de la Cisjordanie, alors même que aucun gouvernement arabe ne veut un État palestinien. On parle souvent de solution à deux États. Le Hamas ne veut pas qu'il y ait deux États puisque le Hamas veut éradiquer Israël, et les pays arabes ne sont pas non plus partisans d'un État palestinien. Donc il y a un décalage complet entre d'un côté les gouvernements arabes et de l'autre la population. La difficulté pour les gouvernements arabes, je pense notamment à l'Égypte, à la Jordanie ou autres, c'est d'arriver à maintenir leur politique internationale sans se détacher complètement de ce que pense leur opinion publique, de ce que pense la rue arabe. Et ça, c'est
un travail, un scénario d'équilibriste qui est très compliqué à mener. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment envie que l'Iran arrive comme dans un jeu de quilles et renverse une situation qui est extrêmement instable et inconfortable pour eux. Jean-Baptiste Noé, vous parliez de la position des États-Unis. On a l'impression que Joe Biden est un peu entre deux feux, avec le soutien à la population de Gaza et le soutien qu'il a annoncé d'être du côté d'Israël de façon inébranlable. Oui, ça c'est une autre difficulté, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont toujours été un soutien d'Israël et évidemment, ce sont de leur côté, d'ailleurs c'est eux qui les ont protégés. Mais il y a là aussi le côté humanitaire de Gaza. La diplomatie américaine n'approuve pas tout ce qui est fait par le gouvernement actuel à Gaza. Et il y a aussi une autre difficulté qui s'ajoute, c'est que nous sommes en période électorale aux États-Unis. Or, la grande nouveauté, c'est que vous avez un vote musulman de plus en plus important aux États-Unis, notamment dans un État clé qui est le cas du Michigan. Et si les Juifs américains votent traditionnellement démocrates et ils sont en faveur d'Israël, on voit monter dans les populations musulmanes présentes aux États-Unis ou bien dans les populations noires américaines un soutien de plus en plus fort à Gaza et à la cause palestinienne. Et ça met véritablement le Parti démocrate, et notamment Joe Biden, dans une situation particulièrement inconfortable, parce que vous avez aujourd'hui l'électorat noir américain qui vote traditionnellement démocrate, qui se détache des démocrates à cause du soutien apporté à Israël. Et donc, pour des questions de politique intérieure, et notamment d'élections qui auront lieu en novembre et qui vont être cruciales pour les démocrates, ceux-ci sont dans une situation très compliquée, où ils doivent à la fois de tenir, faire plaisir, convenir à leurs alliés, à leur soutien démocrate pro-Israël, mais en même temps à leur soutien démocrate anti-Israël. Donc c'est une situation politique intérieure qui est particulièrement inconfortable. Jean-Baptiste Noé, quel rôle a joué la France dans la protection d'Israël lors de cette attaque iranienne ? Alors, il y a eu un soutien militaire, notamment par l'aviation aérienne française, qui a détruit de nombreux drones et de nombreux missiles. D'ailleurs, le gouvernement israélien a remercié la France pour ça. Il y a eu aussi un apport en matière de renseignement. Les services français ont très bien aussi informé et tenu leur rôle dans la région. Donc, la France a été un acteur important, majeur, avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis, dans cette sécurité israélienne, ce qui permet là aussi à la France, qui est un peu d'ailleurs sur la même situation que les États-Unis, de montrer à la fois un soutien sans faille à Israël pour son droit à l'existence et à la sécurité, tout défendant la question humanitaire à Gaza et de trouver une solution pour régler la question à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Pensez-vous que nous sommes entrés dans une période de tension intense ? On y était déjà quand même, mais qui n'est pas près de prendre fin. C'est tout le problème, c'est que il y a 6 mois, la question palestinienne était complètement oubliée. Tout le monde regardait ce qui se passait en Ukraine, en Asie, le grand sujet c'était Taïwan. Et puis cette question qu'on pensait terminée, qu'on pensait en tout cas mise sous le boisseau, elle a ressurgi avec l'attaque du 7 octobre. Et on est parti dans un cycle où on ne voit pas de fin. Aujourd'hui, il y a l'Iran, peut-être que demain, il y aura de nouveau la Syrie, peut-être qu'il y aura également l'Irak. Et on a un autre front qui s'est créé, une sorte de volcan qui était endormi, qui vient de rentrer de nouveau en éruption. Et face à cette question du Moyen-Orient, personne n'a de clé. Personne n'arrive à trouver une solution à la paix. Et évidemment, quand vous avez à la fois un problème avec l'Ukraine, problème avec Taïwan, problème également financier et économique, et en plus, le conflit au Moyen-Orient, ça fait beaucoup. Ça inquiète les Occidentaux, d'autant que ce qui se passe au Moyen-Orient nous concerne directement, notamment par les répercussions que ça a en matière de politique intérieure. À quoi vous attendez-vous à présent, Jean-Baptiste Noé ? C'est difficile de prévoir l'avenir. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses possibles. L'hypothèse la plus probable, c'est que les États-Unis convainquent Israël. Il y aura probablement une vengeance israélienne ou une attaque, une défense israélienne, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être un peu plus tard avec l'élimination de certains chefs iraniens. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable. Une autre hypothèse qui n'est pas du tout à exclure, c'est que le gouvernement de Netanyahou se fasse fi complètement de la position américaine et attaque l'Iran. Benjamin Netanyahou est en froid avec Joe Biden et ne suit pas vraiment ce que peut lui dire Joe Biden. Donc ça, c'est pas non plus à exclure. Troisième hypothèse, ce serait une attaque de l'Iran contre Israël, mais via ses proxys, notamment le Hamas et le Hezbollah, plus intense que ce que ça a lieu aujourd'hui. Donc voilà les 3 hypothèses que l'on peut faire aujourd'hui.
On verra dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, laquelle se réalisera. Et la France va avoir, on l'imagine, un rôle à jouer en matière de diplomatie. Oui, la France aura un grand rôle diplomatique à jouer. Le problème de la diplomatie française, c'est que dans la région, elle a quand même beaucoup perdu. Sur la question syrienne, par exemple, la diplomatie française s'est perdue c'est vraiment n'importe quoi depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est une difficulté aussi qu'a la France d'avoir perdu ses relais, d'avoir aussi un peu mis à l'écart ces grands universitaires ou intellectuels qui connaissaient la région et qui ont été mis à l'écart parce qu'ils disaient des choses qui étaient contraires à ce que faisait la diplomatie française. Donc ce Moyen-Orient où la France avait vraiment un rôle important à jouer, il y avait des relais, depuis une dizaine d'années, malheureusement, on a beaucoup perdu en matière de compétences et en matière de compréhension. Alors il est un peu trop tard pour reprendre la main, et on peut le faire à l'occasion de cette crise, mais en tout cas, la diplomatie française est moins performante qu'elle ne le fut il y a encore une dizaine d'années. Oui, finalement, cette attaque sans précédent, c'était surtout, j'ai l'impression à vous écouter, une démonstration de force. Une démonstration de force et puis aussi une manière pour l'Iran de montrer que l'Iran existe. Et encore une fois, l'Iran, de ce point de vue, à Téhéran, ne pouvait pas arrêter sans rien faire après l'attaque du consulat. Il y avait une nécessité d'intervenir. Ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas ne pas répondre à cette attaque qui était vraiment un camouflet pour eux. Donc ils l'ont fait. Évidemment, à ce niveau-là, on ne sait pas trop vers quoi on va, ni comment les choses vont pouvoir s'arrêter. D'autant qu'on a quand même le conflit avec le Hamas qui lui réussit, hein, donc Israël est quand même pris dans une guerre sans fin. Et le problème de cette guerre sans fin, c'est qu'elle peut soit se calmer, hein, le feu peut perdre un peu en intensité, ou alors il peut monter très, très brutalement. Et ça va être tout l'enjeu des semaines qui viennent, d'arriver à contenir ce conflit et éviter que la région ne s'embrase complètement. Et dernière question, Jean-Baptiste Noé, la crédibilité de l'Iran à l'échelle mondiale, est-ce qu'elle a été mise à mal par cette attaque qui est survenue ce week-end ? Et non, l'Iran a des soutiens, a des alliés, mais de toute façon, l'Iran agit toujours seul et il se moque un petit peu de ce que pense la scène internationale. Alors l'Iran est mal vu de ses voisins arabes, mais l'Iran a du gaz et du pétrole qu'elle vend à des pays qui en ont besoin. Et l'Iran a développé une diplomatie qui est assez isolée. Et donc, plus l'Iran est attaqué par les Occidentaux et plus l'Iran est mis au banc par les Occidentaux, plus ça justifie son régime et plus ça justifie aussi la répression qui est menée contre les populations civiles. Donc, ça ne fragilise pas véritablement l'Iran, au contraire, ça légitime la répression qui est menée et ça légitime le régime des mollahs. Merci Jean-Baptiste Noé. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et vous étiez le grand témoin de ce lundi 15 avril sur Radio Notre-Dame. Merci d'avoir été avec nous.